Bon vendredi et bienvenue à Friday Night Sports Machine, une émission bien remplie aujourd'hui. Plus tard dans l'émission, nous allons rejoindre un spécialiste du baseball pour parler des différents camps d'entraînement, soit Serge Touchette. Nous allons faire la revue de la semaine du Canadien de Montréal, le Canadien qui a encore un rendement en dents de scie cette semaine. Mais tout d'abord, nous allons parler de pêche au doré, de chasse à l'ours cette semaine, puisque ce sont des sports, comme vous le savez. Nous sommes avec le propriétaire de Performance Chasse et Pêche, situé au 303 Notre-Dame, François Massicotte, un spécialiste. Bonsoir François. Salut. Ça va bien? Très bien. Très content de te voir, tu as l'air en Merci. forme. Comment Ouais. ça se passe la crise du COVID présentement? Parce que d'être tenancier d'un commerce, c'est pas facile. Ouais, moralement, mentalement, c'est beaucoup de soucis, mais le restant, là, je pense que tout le monde va faire son bout de chemin dans ça, puis on va finir que tout va bien aller. On va parler évidemment de la saison de la pêche au doré qui s'en vient. Ça, Ouais. c'est bien intéressant pour les amateurs. On va essayer Ouais. de susciter l'intérêt aussi pour ceux qui n'ont jamais fait de la pêche au doré. Mais je crois qu'en premier, tu veux nous parler de sécurité parce qu'il y a certaines Ouais. personnes qui ont trop de témérité et ça joue contre eux. Ouais, c'est bien plus aussi de la prochaine saison à venir, va être beaucoup la pêche au doré, mais là, présentement, nous, en région montréalaise, on a de la pêche au doré qui n'est pas terminée, qui va se terminer le 31 mars. OK. Juste faire attention à dire aux pêcheurs, il y a beaucoup de monde qui voit que la glace est partie, tout ça, puis plus ça va, plus année après année, plus que de pêcheurs qui gardent le bateau le moins entreposé longtemps possible. Mais une sécurité à Ça peut respecter être sur hasardeux. l'eau. Vraiment, là, l'utilisation d'un gilet de sauvetage à gonflage automatique ou manuel, peu importe, de l'avoir sur soi. VFI, une veste de flotte, Oh, non, c'est pas grave. excusez-moi, individuel, très important, de l'avoir sur soi, pas s'asseoir sur nous. Pas s'asseoir dessus, le fleuve, l'eau est très 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 froide. Ça Mauvaise pardonne habitude. pas. C'est une mauvaise habitude. Quand il fait 30 l'été, tomber à l'eau, c'est pas Puis problématique. des fois, les gens qui sont habitués se pensent au-dessus de tout ce qui pourrait En arriver. plein ça, C'est je pense souvent sécurité. à ceux-là que ça arrive. Puis ça arrive, il y a beaucoup de blocs de glace qui vont descendre encore. Les Ouais. accidents, c'est vite arrivé. Puis la vitesse des bateaux aujourd'hui fait que ta manœuvre est très très très... Tout peut arriver dans un espace de temps très court. On va parler de pêche au doré. Je m'en allais dire la chasse au doré. On a fait des blagues cette semaine avec ça. Je te disais, est-ce qu'on peut y aller avec l'arbalète ou avec une arme à chasser le doré? Mais pour la pêche au doré, qu'est-ce que tu dirais comme particularité que ça comporte, cette fameuse pêche au doré? Ben, c'est un poisson qui est pas toujours facile à prendre, tant il peut l'être très facile comme qu'il peut l'être très dur. Ouais. Surtout, moi, je vais parler à ma clientèle qui est beaucoup pour la pêche sur le fleuve. C'est un plan d'eau qui varie beaucoup, les hauteurs de l'eau, les températures de l'eau, les secteurs de pêche. La hauteur de l'eau va faire varier beaucoup le poisson de place. OK. Fait que le meilleur conseil que je peux donner, c'est pas abandonner, mais changer ses emplacements de pêche quand la pêche est plus difficile, Donc, juste avec la cette année, variation de l'eau. cette année, étant donné qu'il fait chaud assez rapidement, ça peut être meilleur. Ben, ça peut être meilleur parce que là, présentement, le débit d'eau a pas l'air de vouloir monter très rapidement. Il n'y a pas de neige. OK. Fait que si le débit d'eau il reste assez bas, durant l'été, l'eau va baisser. Plus que l'eau est basse, plus que la pêche va être facile. Plus que l'eau est haute, plus qu'il y a de débris dans l'eau, plus qu'il y a de bouffe, Oui. plus qu'il y a de poissons qui s'éparpillent partout, plus que ça va être difficile. Fait que j'annonce, d'après moi, une saison plus facile dans la pêche au C'est doré. quoi le plus gros conseil en tant qu'homme d'expérience que tu donnes pour la pêche au doré? Persévérance. Oui. Je pense que c'est pas pour la pêche au C'est doré, là que c'est ça pour se la joue. pêche en général. OK. C'est persévérance, puis chaque personne va être différente, mais quand ça mord pas de dire il y a une raison, il n'y a pas toujours, c'est pas, Ouais, c'est ça. il n'y a pas de poisson, c'est pas parce que ça mord pas qu'il n'y a pas de poisson. Oui. Il y a bien plus souvent qu'est-ce que tu fais qui fait que ça mord pas. C'est Ok. plus ça, fait que c'est la persévérance de changer ses techniques de pêche pour arriver à ses fins. Est-ce que tu as, parce que tu as amené certains articles que tu veux suggérer aux gens, y a-t-il Ouais. quelque chose concernant la pêche au doré que tu as Non, ben c'était vraiment pour ça, Ok. les vestes de sauvetage, je pense que c'est ça qui est le plus important. là. Parfait. C'est la sécurité. Ne pas faire l'erreur de se prendre trop au-dessus de ce qui pourrait arriver, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Oui, puis à ce temps-ci de l'année, tomber à l'eau, ça pardonne pas. Là. Ouais. C'est terminé. Est-ce que tu vas à la pêche au doré en Ouais. passant? Oui. Ouais. C'est quand tu y vas? Sûrement la semaine prochaine. Oui. Des vacances qui vont faire du bien. Bah, je sais pas les vacances, t'es ici en ville, fait que c'est Ok. après-midi de pêche ou. Ok. Ouais. Maintenant, nous allons parler de la chasse à l'ours. Moi, Ouais. ça m'a toujours bien impressionné dans nos conversations hors d'onde. Je t'ai dit, je ne suis pas un chasseur, mais je connais personnellement quelqu'un qui a fait une prise et quand il a mesuré son ours, qu'il avait tiré en plein visage, il mesurait 6 pieds 6. Est-ce que c'est une pêche qui peut être une pêche? Est-ce que ça peut être une chasse qui pourrait être dangereuse, ça? Non. Non? T'as pas eu d'anecdote de gens qui ont été attaqués ou... Des anecdotes, je pense qu'il y en a dans tous les sports. Ouais, là. c'est de ça. quoi que ce soit de dangereux ou pas, que ce soit dans n'importe Ouais. quel sport. Mais non, c'est une bête qui est. C'est un animal sauvage qui peut. Parce que c'est un animal redoutable, là, tu sais. Ouais, mais c'est non. C'est pas. Rien de. Faut pas s'empêcher de ça, de faire ce sport-là, la chasse à l'ours. Je pense que tu as certains conseils et suggestions à donner aux gens. Ouais, ben surtout que
je vais vous montrer un nouveau produit qui commence à être populaire. L'Open Bait des produits Extreme CG. C'est un produit qu'on vient accrocher après l'arbre comme ça, qu'on peut ouvrir vraiment au compte-goutte, désiré, à la quantité qu'on veut laisser. Le but, c'est de laisser de l'odeur le plus longtemps possible pour qu'il y ait le maximum d'ours qui rentrent sur notre territoire. Puis bien souvent, on peut préparer notre secteur d'ours, notre bête à ours. Puis on va prendre du mauvais temps, de la pluie, beaucoup de vent ou peu importe, que les odeurs ne seront pas poussées à se faire Ouais. dans le vent, dans le bois. Ouais, fait que le but de ça, c'est que peu importe si tu as 2-3 jours de mauvais temps, ben, ça va tout le temps dégoûter, va toujours avoir une odeur. Okay. Ça va tout le temps être efficace, tout le temps que la poche tranquillement va se vider. C'est toi qui décides du baby. Est-ce que ça sent bon? Ça sent vraiment pas bon. Ça sent une viande de phoque passée date. Tout. Mais c'est ça le but, c'est de l'attirer. Ben oui. Un ours mange pas de la charogne, mais il est attiré par ça quand Okay. même. Parce qu'un ours que ça va manger, ça va être ça. C'est ça qui va l'attirer, du caramel. Tout ce qui est... Ça, c'est une pâte. Tout ce qui est sucré, caramélisé va l'attirer. Ça, c'est ça qu'il va vouloir manger, tu comprends? Fait que ça va l'attirer pour les odeurs de poisson pourri à longue distance. Ouais. Mais le but quand tu le fais arriver, c'est que c'est des bonbons que tu lui donnes. C'est bien ça. C'est son estomac qui va faire quand tu vas le gagner. As-tu d'autres choses à nous montrer aussi? Non, ben peut-être qu'on va parler de la chasse à la dinde. Chasse à la dinde, ouais. La particularité, selon toi, qui a beaucoup d'expérience de la chasse à la dinde, c'était un conseil à donner aux gens, surtout ceux qui commencent. Oui. Même chose, persévérance, prospection. Bien important, là, la prospection, je pense que c'est 60-70% de la réussite de ta chasse. Bonne paire de jumelles, prospection de ce qui se passe, surtout le soir, aller coucher nos dindons, c'est ça à peu près le plus important. Okay. Quand tu couches tes dindons, ça veut dire que tu es essuies aux jumelles jusqu'à temps qu'ils vont se percher pour la nuit. Un dindon ne se déplacera pas la nuit. Okay. C'est là que ça va t'indiquer le secteur de chasse à aller t'installer le lendemain. Si tu peux faire ça, c'est 80% de ta chasse qui est faite. Tu as pas de prospection. Si tu es capable de les coucher en plus, tu vas avoir vraiment toutes les chances de ton côté. Mais sinon, un autre conseil, variété de cale dans ses poches. Je te dirais, c'est une nouvelle chasse qui prend beaucoup d'ampleur au Québec. Mais veux pas, il y a tout le temps le côté monétaire qui rentre en ligne de compte. Mais quelque chose à ne pas oublier, c'est que la variété d'appâts, de cale, surtout il y en a beaucoup qui vont savoir de quoi je parle, un pot de cale comme ça. N'avoir plusieurs, des diaphragmes pour justement essayer de changer la tonalité de cale pour faire rentrer nos reins. Parlant de cale, moi j'ai une anecdote. Ça fait 2 ans que les émissions perdurent, ça va bien. Puis tu es un de nos plus fervents participants ici. Moi je suis bien content de t'avoir avec nous, autant comme commanditaire que chroniqueur. Mais je me rappelle à la défunte Marina de Repentigny, quand tu as calé, moi je connais pas ça, je savais pas que c'était si fort. Puis tu avais calé, c'est quoi, c'est le canard dans la Marina pendant la chronique. Vraiment, on avait bien rigolé. Toi personnellement, tu te définis plus comme un chasseur ou un pêcheur? Dans l'âme, c'est un chasseur. OK. Mais la pêche, annuellement, je pense que ça prend une grosse place. Mais la chasse, c'est une religion, la pêche, c'est un loisir. OK. Alors ça, j'aime ça ce que tu dis, c'est bien dit. Les chasseurs-pêcheurs vont reconnaître bien gros ce que je dis là, mais la chasse, c'est des dates, on attend 1 année pour ça. C'est une religion, tandis que la pêche, il fait pas beau aujourd'hui, on va y aller demain, c'est pas grave, mais la chasse, c'est la chasse. À ne pas manquer pour ceux qui aiment vraiment ça. Toi, as-tu été à la chasse à l'ours? Non, cette année, c'est bien... Dans ta carrière, là? Oui, j'étais allé plusieurs. Ouais, puis t'aimais ça, je veux dire, t'as fait de belles prises, c'est vraiment de belles prises. Oui, puis ce qui est le fun de la chasse à l'ours, c'est qu'il fait beau. Oh. Il fait beau, il y en a qui vont dire qu'il y a beaucoup de mouches, mais c'est un temps de l'année. Autant la chasse à l'ours, la chasse à la dinde, c'est le beau temps est là. Il fait beau, la nature est en évolution, les animaux, les oiseaux sont heureux, c'est un temps de chasse qui est le fun à chasser. Autant que l'automne, on chasse dans une saison qui est en train de mourir, que le printemps, on chasse dans une saison qui est en éveil, c'est pas pareil. Ah, c'est bon ça. Tu vois, je commence, ça s'en vient après quelques chroniques. On va finir par être un pêcheur ou un chasseur. As-tu une anecdote sur une grosse prise de quelqu'un pour un ours, soit un client, un ennemi, qui a vraiment pris un gros ours, là, qui s'était impressionné? Personnellement, sur ma terre à bois personnelle, un de mes employés qui chasse avec moi, on avait un ours qui était bien spécial. On nourrissait avec du pain, de la confiture de fraises en quantité industrielle. Wow! Mon secteur de chasse, moi, il était nettoyé à toutes les semaines comme il faut. Lui, tout ce qui avait du coulis aux fraises, quoi que ce soit, l'ours le touchait pas. Il mangeait que le pain. Fait qu'on se demandait toujours c'est quoi qui se passait. On voyait des traces d'ours, mais on savait pas pourquoi il mangeait pas la confiture. Le pain qui avait de la confiture dessus.
Puis pour arriver à un moment donné, pour tuer cet ours-là, un immense ours de 378 livres vide, OK? Il n'y avait plus de dents dans la bouche. Il avait toutes les dents tombées, toutes les dents carriées. Wow. C'est sûr qu'il ne mangeait pas la confiture qui était très sucrée parce que ça devait faire mal aux... Puis c'était vraiment spécial de voir ça. C'est bien. Ouais. On va revenir maintenant avec la chasse à la dinde, parce que tu as amené quelque chose de bien intéressant visuellement. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que c'est juste pour montrer les aplats. Aujourd'hui, on est rendu avec des aplats extrêmement réalistes. Pour être sûr que ce soit dans l'écran. Vraiment réalistes comme ça, on a une femme. C'est quoi son prénom? C'est Tom. Tom, non? C'est une femme qu'on peut changer. On peut mettre une vraie. Okay. Si jamais on récolte un dindon, pardon, on veut mettre notre propre fan, on peut le faire. On peut garder celle-là. Puis sûrement qu'il y en a qui ont vu la nouvelle série Avianix. Okay. La HDR, c'est vraiment beaucoup plus réaliste. Une nouvelle série de dindes. Oui. Légèrement plus dispendieux, mais si on veut upgrader un petit peu là, notre setup d'aplat, tout ça, la série HDR, c'est vraiment... Ça ressemble tellement à une vraie dinde qu'on pourrait presque la manger. Un chasseur pourrait se tromper. Sauf que ça va fondre dans le four. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais rajouter? Des conseils pour la chasse à l'ours ou la chasse à la dinde? Non, mais autant que tout le monde, peu importe ce qu'on pratique, tout le temps être respectueux de l'environnement, puis respecter le poisson et notre gibier. C'est une richesse naturelle, puis juste faire attention à tout ça. Moi, j'ai une dernière question. Comme on dit, un bon joueur fait sa chance dans le sport professionnel. Est-ce que la chasse, la pêche, c'est plutôt une question de préparation et de technique ou une part de chance en gros pourcentage? C'est toutes ces réponses. Oui. Ouais. Tu peux être bien préparé, ça pogne moins. Puis, comme tu peux arriver on the fly, puis ça pogne. La chasse et la pêche, la pression, la pression atmosphérique, l'environnement, peu importe là, ce qui peut arriver, la météo fait beaucoup jouer le résultat. Okay. Fait que t'as bien beau être très bien préparé versus si la météo n'est pas avec toi, ça va jouer en compte. Okay. Puis, mais oui, il reste que de la chance, ça m'a amené dans tout ça. Là. Bon, ben François, je te remercie. Performance chasse et pêche, moi j'aime bien dire là où la passion se vit à chaque saison. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. C'est un endroit, vraiment un très beau magasin. Beaucoup d'expérience parce que ça fait déjà 24 ans que ça existe. Je commence à le savoir parce que dans l'autre émission, je le dis à chaque semaine. Je vous le recommande fortement. Allez voir François, très sympathique comme vous pouvez le voir et surtout très expert en la matière. Merci François, longue vie. Puis bonne pêche et bonne chasse au printemps. On se revoit bientôt pour la prochaine saison. Merci beaucoup. Merci François. Maintenant, nous allons passer de la chasse et de la pêche à la semaine du Canadien. Nous allons faire la revue, récapituler tout ce qui s'est passé dans la semaine du Canadien. Ça a commencé samedi contre les Flames à Calgary. On a vu l'effet Daryl Sutter qui se fait sentir rapidement dans la nouvelle direction que l'équipe a prise. Le CH a été déstabilisé dès la première période dans cette défaite de 3-1. Les Flames qui tranquillement soufflent dans le dos du Canadien, ça va falloir faire attention. Et à ce moment, samedi, le Canadien avait 5 victoires, 12 défaites dans les 17 derniers matchs. Et toujours samedi à Calgary, après le match, si on compte les 2 derniers matchs, soit le match de Calgary et le match précédent, Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki, nos 2 centres premiers ici à Montréal, n'avaient qu'un tir au but en 2 matchs. Est-ce que c'est la fatigue? Moi, personnellement, je ne pense pas. Il n'y a même pas eu de pratique lundi. Non plus, il n'y a pas eu de morning skate, comme on dit dans le monde du hockey, samedi. Donc, ce n'est pas la fatigue. Lundi, contre Calgary, justement, après 2 défaites, le Canadien s'est bien repris. Victoire de 4-2 à Calgary. Un petit changement de personnel. On a ramené Xavier Ouellet. Xavier Ouellet, qui est un défenseur d'expérience, autant dans la Ligue américaine, un défenseur défensif que dans la Ligue nationale. On se rappellera qu'il a évolué avec les Red Wings de Détroit. C'était, justement, lundi contre Calgary, le 700e match dans la carrière de Carey Price, qui semble tranquillement se reprendre. Il a joué avec beaucoup d'aplomb. C'est une victoire importante pour le Canadien qui doit consolider sa 4e position coûte que coûte. Parce que si on sort de la 4e position, ça va être très difficile d'être les pourchassants. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, 700e match pour Carey Price, une 14e saison avec les Canadiens. Et c'est le 6e gardien de toute l'histoire de la LNH qui joue 700 matchs avec la même équipe. Et ça, c'est un haut fait d'armes. Il faut reconnaître et donner crédit à Carey Price. Il rejoint une belle brochette de gardiens de but qui ont marqué l'histoire de la LNH. Je vais vous les nommer. Martin Brodeur, Henrik Lundqvist, Tony O, le frère de l'autre, Tony Esposito, le frère de Phil, Terry Sawchuk, mon favori, et Olaf Kolzig. Donc, 700 matchs avec la même équipe, c'est plutôt rare. Et toujours lundi, on avait vraiment besoin d'entamer le match avec aplomb. Et c'est ce qui est arrivé. Le Canadien, par le biais de Jesperi Kotkaniemi, a marqué sur son premier tir
je crois à 4 minutes quelques, ce qui a donné le ton aux Canadiens. Mais en troisième période, on a eu bien peur quand les Flames ont rétréci la marge à 3-2. Mais qui d'autre que Tyler Toffoli est venu faire 4-2 dans un filet désert? Il connaît toute une saison. Le week-end dernier, moi j'ai bien aimé le commentaire sur le 91.9 à la radio FM de Yvon Pedneau qui questionne la Ligue dans ses décisions. Pourquoi accepter 2 matchs en 19 heures comme le Canadien a vécu la semaine précédente? Il y aura des décisions à prendre du côté de la Ligue. C'est beau la COVID, mais si on veut éviter des blessures inutiles, 2 matchs en 19 heures au niveau de la Ligue nationale, ça commence à être pas mal serré. Mardi, c'était le bilan de mi-saison du Canadien de Montréal. Marc Bergevin qui se dit satisfait. On comprend que Marc Bergevin se retrouve dans une position difficile. Il protège toujours ses joueurs, son équipe. Il prend sur ses épaules les responsabilités. Ça, il faut remettre le crédit, les lauriers à César. C'est une bonne habitude qu'il a. Mais on en a compris qu'il n'est pas vraiment satisfait. Il protège l'équipe parce que présentement, le Canadien a 13 victoires, 16 défaites. Après avoir autant dépensé dans l'entre-saison, c'est impossible qu'on soit satisfait. Je vais vous donner maintenant mon opinion sur le bilan de mi-saison du Canadien de Montréal. Ma réponse, je vous la donne en 2 points. Tyler Toffoli a 18 buts jusqu'à présent et seulement 2 autres joueurs le devancent dans les meilleurs marqueurs de la LNH, soit Connor McDavid et Austin Matthews de Toronto, disons les 2 meilleurs joueurs de la Ligue. Donc, il se situe dans le top 3, c'est bien, il a 18 buts. Maintenant, je vais additionner Drouin, 2 buts, Suzuki 5, Tatar 5, Kotkaniemi 4, et Philippe Danault 2. À eux 5, ça fait 18. Ça, c'est ma première réponse. C'est pas assez. Ce qui explique aussi le rendement en dents de scie. Et mon point numéro 2, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que c'est très exact. Bob Hartley au 91.9 cette semaine, qui parlait du Canadien justement. Il faisait lui aussi le bilan de mi-saison. On vantait beaucoup la défensive du Canadien de Montréal en début de saison avec les acquisitions entre autres. Mais on voit que de perdre Ben Chariot est venu complètement déstabiliser par moment la défensive du Canadien. Et lui, ce que Bob Hartley dit, et je suis bien d'accord avec lui, c'est quand même pas Raymond Bourque qu'on a perdu. Donc la défensive n'est peut-être pas aussi forte qu'on l'avait prévu. Maintenant, régisseur, s'il vous plaît, si vous voulez appeler Monsieur Serge, nous allons parler de baseball. Et un autre fait aussi que donne Bob Hartley, c'est que le Canadien a 3 kids, 3 jeunes sur la ligne de centre. Et ça, c'est sûr qu'aucune expérience, ce n'est pas bon. Jake Evans, Kotkaniemi, Nick Suzuki, à un moment donné, ça finit par paraître. Et la solution maintenant pour le CH, moi je vous dirais que la solution, c'est de gagner en confiance. Et c'est ce que Dominique Ducharme essaie de travailler, le point le plus important, parce que le Canadien, par moment, joue vraiment de façon décousue. La Ligue nationale, maintenant, dans toute la Ligue, on voit qu'il y a un facteur fatigue qui commence à se faire sentir. Et le niaisage du Canadien de Montréal, depuis 3 ou 4 semaines, place le Canadien déjà en mode séries éliminatoires. Donc, il faudra vraiment se dépêcher à remporter plusieurs matchs d'affilée. Ceux qui veulent une transaction aussi du côté du Canadien de Montréal, il faudra éviter, comme vous le savez, la quarantaine. Donc, il y aura plus de transactions, selon moi, intra-division, parce que casser ça donne, comme on dit en bon québécois, d'aller chercher un joueur qui doit être mis de côté pendant 14 jours, et après 14 jours, tu as perdu tes jambes. Donc, il faut s'attendre à des, comment je pourrais dire, des transactions surtout intra-division. Maintenant, est-ce qu'il y aura des transactions du côté du Canadien de Montréal à la date limite? Moi, je dirais que si on va chercher un joueur, il faut surtout y aller sur ce qui reste dans la tank à gaz. Qu'est-ce que le joueur a encore à offrir et non pas y aller seulement sur la réputation, aller chercher un joueur qui est trop vieux. Mercredi à Winnipeg, le Canadien de Montréal s'est fait surprendre dès le début du match. À 50 secondes, Blake Wheeler est venu marquer. Et sur les 2 premiers buts du Canadien, comment je pourrais dire, on a vu un cafouillage défensif. On a offert sur un plateau d'argent les 2 premiers buts. Et Kyle Connor est venu faire bien mal aux Canadiens avec son 2e but qui a fait 3-1. Et qui d'autre est venu faire 3-3? Tyler Toffoli. C'était la 3e prolongation contre les Jets cette année. Mais comme vous le voulez, comme vous le savez plutôt cette année, le Canadien en prolongation, il n'y a rien à faire. Autre entraîneur, même résultat. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'était vraiment Claude Julien le problème? Et le début de la prolongation, on a bien vu que Carey Price ne vole plus de matchs, même s'il s'est ressaisi. Donc, victoire de 4-3 des Jets. Au moins, on a été chercher un point. Mais c'est une défaite amère qui laisse quand même sur beaucoup d'interrogations. Le Canadien en prolongation, c'est 0-8.
Et ceux qui disent, ben, on va chercher quand même des points, ce sont des défaites en prolongation. Dites-vous bien que le Canadien parle toujours des séries éliminatoires. Marc Bergevin qui dit, en autant qu'on se classe après, on ne sait jamais. Ben, si tu perds en prolongation, on voit que cette équipe-là n'a rien à voir avec l'équipe du Canadien en 93 qui avait remporté 10 matchs lors des 4 séries en prolongation. Je veux dire, si le Canadien est pour perdre en prolongation, en séries éliminatoires, ça ne vaut rien. Espérons que le 2-2 de ce début de retour à la maison contre les Canucks fera du bien aux Canadiens. Ça ne sera pas de la tarte, parce que du côté des Canucks, on a un gardien qui sort de nulle part, Thatcher Demko, qui sera difficile à battre. Il fait flèche de tout bois. Le mot d'ordre, finalement, pour le Canadien, c'est facile à comprendre, c'est de ne pas aller en prolongation, parce que sinon, les carottes sont cuites. Maintenant, nous allons parler baseball, nous allons rejoindre un collaborateur par téléphone. Moi, j'aime bien l'appeler Monsieur Baseball. Il a suivi les expos pour le compte du Journal de Montréal pendant des décennies. C'est vraiment un spécialiste. Bonjour, Serge Touchette. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Serge, on va parler des Jays. Oui. Est-ce que vous pouvez monter le son, monsieur le régisseur, s'il vous plaît? Est-ce que tu penses que les Jays, cette année, qui ont fait un bout de chemin là, depuis 2-3 ans, sont pour vrai? Oh, oui, ben, il était l'an passé. Quoique l'année passée, ça a été une saison un peu spéciale, d'avoir écourté. Puis il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attendaient à ce qu'ils fassent les séries. Et finalement, ils ont réussi à se faufiler. Moi, je pense qu'ils ont une bonne équipe. C'est une équipe qui devrait participer aux séries d'après-saison. Tu regardes, il faut dire que la division Est de la Ligue américaine, qui a été longtemps considérée comme la plus puissante du baseball, je pense que c'est plus le cas, là. Pour toutes sortes de raisons. Tu as les Red Sox de Boston qui ont des problèmes au monticule. Tu as les Yankees de New York, évidemment, qui frappent des circuits à tour de bras. Mais après Garrett Cole, il n'y a pas grand-chose chez les lanceurs partants. Beaucoup de points d'interrogation. Et les Blue Jays à Toronto, c'est une équipe en pleine ascension, pour le dire. Beaucoup de jeunes joueurs, avec Biggio, Bichette, le fils de Vladimir Guerrero, qui est en grande forme. A perdu 40 livres pendant l'entre-saison, connaît un excellent camp d'entraînement. Et les Jays, le gros point d'interrogation, c'est au monticule. Les lanceurs partants. Ils ont le Coréen Ryu, qu'ils avaient embauché l'an passé comme joueur autonome, qui est bon. Mais après ça, on fait brûler des lampions. Parce que c'est pas mauvais, mais il y a beaucoup de points d'interrogation. Je pense que présentement, ils sont supérieurs aux Red Sox de Boston. Puis je pense qu'ils devraient normalement se tailler une place en série. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de mettre Beau Bichette à l'arrêt-court? Ben là, pour le moment, écoute, moi je suis pas convaincu que c'est leur joueur d'arrêt-court des 10 prochaines années. J'ai des doutes là-dessus défensivement. Il est bon offensivement. Il est correct défensivement, à moins qu'il s'améliore énormément cette année. Je sais que Biggio va jouer au troisième but. On adore Biggio au troisième but. Seaman va jouer au deuxième but. Et Guerrero au premier. Mais Bichette, pour l'instant, est le joueur d'arrêt-court. On verra pour la suite des choses. On va commencer la saison avec lui. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Hein? Si jamais Bichette montre certaines difficultés en défensive, Marcus Seaman peut également jouer à l'arrêt-court. Ah, ça, c'est bien dit. Maintenant, on va parler de la rivalité Dodgers-Padres qui semble cette année reprendre vraiment là où ça a laissé l'an dernier. On dirait que les Padres se sont montés un club. On va s'affronter 19 fois. Il y en a qui disent que c'est déjà 19 affrontements comme en série mondiale. Est-ce que tu crois aux Padres? Ah, absolument. Les Padres, c'est peut-être l'équipe la plus excitante du baseball présentement. Rien de moins. Écoute, moi je pense que la rivalité Dodgers-Padres va nous rappeler un peu celle entre les Yankees et les Red Sox des belles années. On est proche de ça. Là. Vraiment deux équipes avec des joueurs de très haut talent. Ils ont quelques-uns des meilleurs joueurs du baseball. Je pense à San Diego avec Tatis, le jeune Tatis, puis Manny Machado, faut pas l'oublier. Tout un joueur. Les Dodgers, on connaît avec Kershaw, puis Walker Buehler, puis Trevor Bauer. Imagine, dans leur rotation, on retrouve 3 anciens gagnants du Cy Young. Oui. C'est pas rien, là. Puis, écoute, c'est vraiment, ils sont pas affaiblis. Écoute, les Dodgers ont gagné la Série mondiale.
Puis ils ont ajouté dans leur équipe un gagnant du Cy Young en Trevor Bauer. Fait que, écoute, c'est une grosse commande pour les Padres, mais je pense que les Padres sont quasiment, je dirais, aussi forts que les Dodgers. Parlant de Trevor Bauer, est-ce que tu aimes ses techniques d'entraînement, puisqu'à l'entraînement, il ferme un œil quand il lance? Ben, écoute, l'idée n'est pas mauvaise, mais je ne ferais pas ça contre les Padres. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je vais faire ça contre d'autres clubs. D'autres clubs qui n'affronteront pas pendant la saison. Parce que moi, j'ai trouvé que, écoute, le camp d'entraînement, là, ça sert à ça. Tu fais des expériences. Tu expérimentes des lancers. Tu expérimentes plein de choses. Le résultat n'a aucune espèce d'importance. Puis lui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Là, tu sais, je veux dire, il ferme un œil pour se donner une plus grande difficulté. C'est bien correct. Sauf que faire ça contre les Padres, j'ai trouvé ça carrément baveux. Puis je peux te dire que les Padres vont s'en rappeler. Serge, on va parler de deux gérants qui font des retours. A.J. Hinch, qui est déjà à la barre d'une équipe du baseball majeur avec les Tigers. Est-ce que tu trouves que la punition a été assez longue? Oui, c'est assez. Il y a des joueurs, des joueurs qui ont fait pire dans le passé et qui ont même pas été suspendus. Fait que, regarde, là, non, c'est correct. A.J. Hinch a quand même perdu un an. C'est suffisant. Ça reste un bonhomme de baseball. Moi, je pense que c'est un des bons entraîneurs dans le baseball majeur. Puis, je ne suis pas étonné du tout qu'il a été embauché par l'Arizona. C'était le meilleur gérant disponible avec Alex Cora, qui est de retour à Boston. Oui. C'était vraiment deux gérants là, qui, à mon avis, là, sont excellents. Puis, ça n'a pas été long à Boston. Hein. Dès que la suspension de Cora a été terminée, les Red Sox étaient en contact avec lui pour le ramener cette année. Il est là, il est en poste. Serge, un commentaire sur quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, mais qui est controversé. Il arrive d'une autre époque, certains diront un dinosaure. Tony La Russa, qui se retrouve à la barre des White Sox de Chicago. Encore là, est-ce que tu y crois? Ben, écoute, moi, comme bien des gens, j'ai été surpris. Tu sais, La Russa, là, je l'ai connu, moi, quand il était jeune gérant, là, dans cinquantaine ou à peu près. Excellent gérant, d'ailleurs. Très bon avec les Cards de Saint-Louis, notamment, avec les Aces d'Oakland. Il est allé en série mondiale à quelques reprises. Il en a gagné quelques-unes. C'est un bon gérant. Aujourd'hui, ben là, je suis pas sûr que c'est la décision du siècle par les White Sox de Chicago. Il faut pas oublier une chose. Moi, j'ai l'impression que c'est quasiment un choix sentimental. Parce que c'est un gars qui a fait ses débuts avec les White Sox de Chicago, ça. Tony La Russa. Ça date pas d'hier, ça. C'est là qu'il a commencé à faire ses classes. On le ramène à un moment où, bon, les White Sox forment une équipe nettement améliorée. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Une équipe qui a des chances même de participer aux séries d'après-saison. Puis que, bon, pourrait surprendre bien du monde la saison prochaine. Mais je ne suis pas convaincu que... Moi, je serais allé avec un gérant expérimenté. Mais je pense que Tony La Russa, que j'aime bien, est peut-être un peu passé date. Ben, peut-être qu'il va officier, il va être gérant, mais avec une marchette. Serge, en terminant, je vais te proposer les règlements qui sont à l'essai dans les ligues mineures en vue de peut-être être adoptés dans les ligues majeures de baseball. Question de dynamiser et d'accélérer le rythme des matchs. Et je veux te demander en une phrase, à chaque essai, je veux te demander si tu es d'accord ou pas avec un commentaire, mais en une phrase ou deux. Dans le baseball 3A, maintenant, les coussins qui étaient 15 par 15 vont être 18 par 18. Es-tu d'accord ou tu es un puriste qui dit... C'est une bonne idée. Oui? C'est une très bonne idée. Oui, monsieur. Ça va éviter peut-être certaines collisions inutiles et ça va éviter des joueurs de se faire cramponner sur les sentiers, que ce soit à la main, soit à un pied. Ça va peut-être limiter les risques de blessures dans certains cas. Non, moi, je pense que c'est une excellente idée, ça. Au niveau 2A, ben, l'avant-champ va être obligé de rester à sa position. On ne verra plus des défensives spéciales où tous les joueurs sont du même côté. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est devenu loufoque. C'est quoi ton point de vue là-dessus sur l'avant-champ qui doit rester en poste? C'est exagéré. Honnêtement, je trouve que c'est rendu exagéré. Que tu aies une défensive spéciale, que tes joueurs soient un peu plus vers la droite ou vers la gauche, je peux comprendre. Mais quand tu es rendu avec 2 joueurs de deuxième but ou 2 joueurs d'arrêt-court, ou 3 joueurs de troisième but, je trouve que c'est carrément exagéré. Et le baseball songe à essayer de limiter ça la saison prochaine. Même le baseball majeur, on en discute énormément.
Moi, je pense que j'ai rien contre les défensives spéciales, mais il ne faut pas venir fou. Au niveau A, les lanceurs n'auront droit qu'à 2 lancers pour retenir le coureur au premier but. Es-tu d'accord ou pas? Pas vraiment d'accord avec ça. Ça prend plus que 2 lancers pour retenir un coureur. Et au niveau de l'Ouest, toujours dans le niveau A, on va limiter le temps entre 2 lancers pour raccourcir encore le match. Es-tu d'accord avec ça? Écoute, l'idée est bonne, mais c'est pas la première fois qu'on essaie ça, ça marche pas. On blâme toujours les lanceurs, mais qu'en est-il des frappeurs? Souvent, c'est pas le lanceur, mais c'est les frappeurs qui ralentissent le jeu volontairement parce qu'ils passent leur temps à sortir de la boîte. Parce qu'il y a des lanceurs qui veulent lancer assez rapidement, mais on leur empêche de faire ça en niaisant au bâton, parce que j'en connais bien, là, tu regardes aller, là, puis après chaque lancer, sortir de la boîte, ils enlèvent le casse, ils font un paquet ils ont un gestuel là, qui vise volontairement à ralentir le jeu. Oui, puis il crache et il se gratte. Dernière question. Oui, exactement, un peu partout. Et puis, non, mais c'est ça, moi je trouve que, oui, il y a des lanceurs qui sont extrêmement lents, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a des frappeurs qui se spécialisent dans l'art de ralentir le jeu et de ralentir un lanceur qui lance trop rapidement à leur coup. Dernière question, nous sommes bousculés par le temps. Es-tu d'accord spécialement au marbre avec un arbitrage électronique ou tu es un puriste ou un évolutionniste? Moi, écoute, ils sont en train de les fous avec ça. Là. Un arbitre, les arbitres, je regrette, mais ils ont droit à l'erreur. Là, t'es rendu avec un robot en année du marbre, là. On s'en va où avec ça? On a déjà des reprises de certains jeux controversés. Déjà, c'est une nette amélioration. Mais de là à remplacer des arbitres par des robots, moi, honnêtement, là, moi, je suis pas rendu là. Ben, merci Serge, toujours très intéressant. On va se reparler très bientôt et on va se souhaiter une belle saison de baseball 2021. Ça va nous faire du bien. Salut! Bye Serge! Je vais vous faire un commentaire sur les défensives spéciales. Ça a commencé avec le hockey. Au début du siècle, vous savez, en fin de match, quand on tire de l'arrière, on retire le gardien, on met un 6e attaquant. Mais le premier coach, entraîneur-chef d'équipe qui a pensé à ça, c'est pas exactement ce qu'il a fait. Il a retiré un avant pour mettre 2 gardiens de but. Oui, vous avez bien compris, vous ferez vos recherches. Et ça n'a pas été un très bon résultat parce que 2 gardiens devant le but, mais c'est beaucoup trop. Maintenant, on va patiner un peu. Quelques informations sur le merveilleux monde du sport. Cette semaine, triste nouvelle, un boxeur aguerri, l'Américain Marvin Hagler, qui est décédé soudainement à l'âge de 66 ans. C'est son épouse qui a émis un bref communiqué laconique sur le web, sans donner vraiment de raison. C'était probablement une crise cardiaque. C'était un combattant redoutable, très agressif. Poids moyen, champion incontesté de 1980 à 87, avec une fiche de 62 victoires, 5 défaites, dont 52 KO. Malheureusement, c'était le genre d'athlète, le genre de personne qui devait toujours en donner plus pour recevoir le crédit. Il a beaucoup de difficultés à être reconnu. Il a même changé son nom légalement. Il s'appelait vraiment Marvelous Marvin Hagler. On ne voulait pas l'annoncer lors de ses premiers combats sous le prénom Marvelous, et ça le fâchait. Ce boxeur, c'était le bon gars, c'était pas le méchant, c'était un modèle de droiture très apprécié par l'entourage. Il fait partie de ce que plusieurs considèrent comme le meilleur round de boxe de toute l'histoire. C'est en 1985, le premier round de son combat contre Thomas Hearns, justement. Vous irez voir sur YouTube, ça s'est tapoché, pas à peu près. Il était encore beaucoup en forme, en shape, comme on dit en bon québécois. Il aurait pu encore peut-être monter dans le ring s'il avait eu la possibilité, certains disent. Reconnu comme un des meilleurs de tous les temps. Plusieurs combats mémorables. On n'a qu'à penser à ses combats contre Sugar Ray Leonard, Roberto Duran. Il a conservé les titres WBA, WBC et IBF pendant 12 défenses consécutives avec succès. Et c'est la deuxième plus longue séquence pour garder son règne de toute l'histoire de la boxe. Maintenant, nous allons parler un peu de football. Nous avons notre receveur de passe attitré en studio qui habituellement fait bien.
Et il a encore bien fait, le premier et les buts. Un fait rare cette semaine, les 49ers ont signé Trent Williams, un joueur de ligne offensive qui devient le plus payé à sa position. Et ça, c'est rare de voir un joueur à cette position obtenir un tel contrat. 138,06 millions de dollars américains. Je pense que seulement avec le 0,06, on ferait une belle vie. Il a 33 ans. C'est un contrat de 6 ans. Mais ça soulève la question de société. Moi, j'aime bien soulever cette question-là. Dans nos priorités, où en sommes-nous rendus maintenant? Parce qu'on voit que la crise de la COVID, peut-être qu'il y aura des choses à repenser parce que pour 16 matchs par saison, 133 millions, ça n'a plus aucun sens. C'est 55,1 millions de garanties américains, s'il vous plaît. Et il n'a même pas joué un seul match en 2019, justement pour une dispute contractuelle. Il a joué 9 ans avec les Redskins. Oups, il ne faut pas dire les Redskins, le club de football de Washington. Nouvelle peut-être un petit peu triste pour certains. En tout cas, pour moi, c'est un de mes préférés tout juste après Tom Brady. C'est le quart arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans, Drew Brees, un joueur d'impact, un joueur de concession, qui s'est retiré finalement. Il est maintenant un commentateur sur NBC. Il va faire encore beaucoup d'argent, mais je suis bien certain que ce sera encore un joueur d'impact aussi à la télé, autant que sur un terrain de football. Meneur de plusieurs catégories de tous les temps. Les passes, les verges par la passe, c'est le numéro 1 de tous les temps. Avec 80 358 verges, tout juste devant Tom Brady, qui devrait le rejoindre dès cette année. Et sur la liste des meilleurs pour le nombre de verges par la passe de toute l'histoire de la NFL, il y a des noms qui sont très intéressants. En position numéro 7, joueur actif encore, un de mes préférés des Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, qui est 7e sur cette liste. Et en 11e position, Aaron Rodgers, que vous connaissez tous, des Packers de Green Bay. Et pour les touchés par la passe, Brady est premier et Drew Brees était tout juste derrière avec 571 touchés par la passe. C'était un beau père de famille, ce Drew Brees, une personnalité vibrante, comme on dit, un gars du Texas. On lui souhaite bonne chance. On va poursuivre dans les contrats qui font rêver. Il y a les Blues de Saint-Louis cette semaine qui ont été chercher un peu de stabilité. Ils ont découvert finalement que Jordan Binnington serait encore le gardien numéro 1. Ses preuves sont faites pour un certain temps. C'est bon, ça vient stabiliser une position clé à la défensive. Ça ne coûte quand même pas trop cher. C'est 36 millions américains pour 6 ans. C'était déjà le gardien numéro 1. Je pense que c'est une décision bien réfléchie. On a identifié maintenant qui sera numéro 1 pour les 6 prochaines années. En terminant, on va souhaiter bonne chance aux Canadiens de Montréal qui jouent 2 matchs en 2 soirs contre les Canucks. On imagine que Tyler Toffoli va encore venir trucider et faire souffrir son ancienne équipe. Après 2 matchs, peut-être qu'il sera rendu à 40 buts cette année. Moi, je pense que je vais vous dire que dans 2 semaines, la série de 4 matchs d'affilée contre les Sénateurs viendra déterminer au classement final la position du Canadien de Montréal. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. Bon week-end.